Parfait. Écoutez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bienvenue à ce webinaire consacré donc au FNE Formation. L'objectif, c'est de vous présenter donc les critères d'éligibilité du FNE, millésime 2024. Vous verrez, on est vraiment dans la continuité de 2023. Il y a quelques petits réajustements à apporter. Donc, notre présentation va durer une petite heure. Vous aurez l'occasion de nous poser toutes les questions sur le chat et nous nous efforcerons donc de vous répondre. Ce matin, donc, on va vous présenter donc les principaux points à retenir sur ce dispositif pour vous faciliter la bonne compréhension et nous vous présenterons ensuite les documents que vous devrez compléter pour présenter vos projets FNE. Donc, sans plus attendre, je vais partager donc le support de présentation. Donc, vous me dites si c'est bon pour vous. Oui. C'est bon pour vous? Parfait, super. Bien sûr, à l'issue de cette présentation, on mettra à votre disposition le support webinaire. Voilà, donc Daniel, ce que je te propose, c'est de laisser la main pour nous présenter le dispositif. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que toute la documentation est disponible sur le site internet d'Ocapiat. Donc, on vous a ajouté le lien. Donc, nous avons réalisé une page spécifique sur le FNE formation avec de la documentation et bien sûr des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Donc, Daniel, je te laisse la main. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Arbia. Bonjour à tous. Comme l'a dit Arbia dans son propos introductif, le FNE 2024 est vraiment dans la continuité de celui de 2023. Donc, l'objet de cette réunion, c'est de vous présenter les quelques modifications ou éléments. On t'entend très mal, Daniel. Excuse-moi, Daniel, on t'entend vraiment très mal. Je pense qu'il faut que tout le monde coupe ses micros parce qu'il y a des brouillages. Ah. On va couper les micros. Allez. Moi, je garde le mien. Ouais. Oui, toi, garde le tien, par contre. Oui, donc, je disais que, comme l'a dit Arbia dans son introduction, le FNE 2024 est vraiment dans la continuité de celui que vous avez déjà utilisé sur les 2 années, deuxième semestre 2023 et les premiers mois de l'année 2024. Et donc, l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer les quelques changements ou les spécificités qu'il y a ou les évolutions qu'il y a dans ce nouveau programme FNE. Donc, les choses qui ne changent pas, c'est que les critères de prise en charge sont les mêmes que ceux que vous avez déjà connus pour l'année 2023 et que les dépenses éligibles à ce programme sont toujours les coûts pédagogiques, les salaires et les frais annexes inhérents aux stagiaires qui ont suivi ces parcours de formation. D'où de suite, on voit une petite nouveauté, c'est que le taux d'intervention sera le même, mais il n'y a plus de distinction entre le type de public. Vous aviez dans le programme précédent une distinction par rapport au public senior, où il y avait un petit bonus pour ce public. Les axes prioritaires qui sont prévus dans ce programme sont les mêmes que l'année dernière, à savoir la transition écologique, la transition alimentaire et agricole, la transition numérique. Et comme vous l'auriez inscrit sur ce document, cette transition numérique est resserrée sur 2 cibles principales qui sont la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Est venu se greffer dans ce programme 2024 un nouvel axe qui est lié aux World Skills de 2024. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait en quoi consistent les World Skills. Ce sont des On l'expliquera un peu plus tard. Mais d'accord. Oui. Très bien. Autres éléments à retenir des
déjà dès maintenant, c'est que les dossiers que vous allez envoyer doivent être engagés au plus tard le 31 décembre de cette année, avec une année de possibilité de les 12 mois de formation, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc la durée de parcours, par conséquent, doit être limitée à 12 mois à compter de la date du démarrage de l'action de formation, et non plus, comme dans le point précédent, à compter de la date d'accord de prise en charge. Donc c'est vraiment la date de démarrage de l'action qui sera la date de démarrage du parcours pour la durée des 12 mois. Alors, concrètement, ce qu'il faut retenir sur ce FNE millésime 2024, hein, on est vraiment à très peu de choses près sur un copier-coller de ce qu'on faisait en 2023. Donc, le FNE formation se poursuit en 2024 avec de très légers réajustements. On a des critères de prise en charge qui sont quasiment les mêmes. On a les mêmes types de dépenses éligibles que nous prenons en charge. Hein. Donc, on prend en charge les COUPEDA, les salaires et les frais annexes. Au niveau du taux d'intervention, c'est vrai qu'en 2023, on avait fait une distinction entre les salariés âgés de 55 ans et plus et les autres, en donnant, comme le disait très bien tout à l'heure Daniel, en donnant un petit bonus aux entreprises qui proposaient des salariés 55 ans et plus. Là, ce n'est plus le cas. On a le même taux d'intervention, quel que soit le type de public. Concernant les axes prioritaires, nous avons l'écologique, l'alimentaire agricole, c'est la même chose que l'année dernière. Concernant le numérique, on le verra tout à l'heure, c'est une transition pour le coup qui va être resserrée cette année, resserrée sur toutes les actions en lien avec les cybersécurités et l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on a un autre axe qui est l'axe qui porte sur les World Skills 2024 qu'on vous décrira donc tout à l'heure. Donc, grosso modo, les dossiers doivent être engagés au plus tard le 31 décembre 2024 pour une fin de formation au plus tard le 31 décembre 2025. Hein. Donc, il faut faire très attention sur un parcours de formation. Vous avez une phase de positionnement, une phase de formation avec un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, une phase de suivi et une phase d'évaluation. Évaluation après la formation. Et ça doit être circonscrit sur les 12 mois. Voilà. Et bien sûr, cette durée de parcours, son démarrage, c'est à partir du démarrage de la formation et non plus à partir de notre accord. Donc, les 12 mois, vous les comptez bien à partir de la date du début de formation. Comme on vous l'a dit précédemment, donc les transitions qui sont les priorités, les axes prioritaires pour le FNE 2024 sont donc les transitions écologiques, énergétiques, alimentaires, agricoles et numériques, et puis les other skills. Et pour chacune de ces transitions, vous avez à disposition sur le site de Capiat une fiche qui explique les différents éléments constituant cette priorité par secteur. Les entreprises qui peuvent émarger au FNE 2024 sont les mêmes que dans le programme 2023. Et il suffit donc de rappeler que c'est toute entreprise qui a une activité économique artisanale ou d'autres activités individuelles ou familiales, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent sur règlement une activité économique et donc, par conséquent, sont exclus de cette éligibilité en termes d'entreprise, toute entreprise qui exerce une mission de service public ou dont le fonctionnement est financé par des fonds publics ou encore que le capital a pour origine des fonds publics. Bien sûr, également, sont exclus de ce parcours, de ce programme, toute entreprise qui est en situation de difficulté. Le taux de prise en charge est également distingué en fonction de la taille de l'entreprise et on va le voir je pense, dans le slide suivant. Peut-être, hein. Ça arrive.
Pas encore. Et on le verra un peu plus loin. Les salariés qui sont éligibles, ben, sont sur tous les salariés qui sont en activité dans ces entreprises éligibles. Et tout à l'heure, on vous disait qu'il n'y avait plus de bonus pour les salariés seniors, mais la priorité doit toujours être donnée à ces salariés qui devront être, je dirais, distingués dans vos documents de demande de prise en charge. Sont exclus tous les salariés qui sont en contrat d'alternance, donc soit apprentissage, soit contrat de professionnalisation, mais également les salariés qui sont appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan social ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et puis les personnes qui ne sont pas salariés de l'entreprise, donc les personnes qui sont en intérim ou qui sont stagiaires. Le septième élément à retenir, c'est le régime d'encadrement des aides, donc le fameux RGEC 2014. Dans le cadre de ce régime d'encadrement des aides, celui-ci s'adresse à toute entreprise qui n'a pas perçu plus de 2,3 millions d'euros d'aide et qui ne peut excéder 3 millions d'euros de parcours pour son projet de formation. Et puis, un petit rappel sur le fait que cette aide FNE n'est pas cumulable avec d'autres aides qui auraient été versées dans le cadre du règlement européen et qui on appelle le régime des minimis. Voilà pour cet élément important. Et bien sûr, tout autre cofinancement public est exclu. Les seules contreparties qui pourraient être mis dans le financement de ces parcours, ce sont les fonds conventionnels, bien sûr pour les entreprises dans lesquelles il y a un accord de versement de cotisation dans le cadre des fonds conventionnels et qui confie donc la gestion de ces fonds à Ocapiat. Bien entendu, toutes les entreprises qui vont inscrire des salariés dans ces formations et qui seront soumis à demande de financement, les entreprises doivent s'engager à ce que tous ces salariés soient en emploi tout au long de la formation. Et sinon, il y aura nécessité malheureusement de ne pas prendre en charge la partie concernant ces personnes. Alors, merci Daniel. Donc, petite précision concernant les entreprises éligibles et non éligibles. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Les entreprises éligibles sont celles qui exercent une activité économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sens européen, une entreprise qui exerce une activité de vente de biens et de services sont éligibles. Voilà. A contrario, les entreprises qui exercent une mission de service public ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc pour vérifier l'éligibilité des entreprises, on vous présentera tout à l'heure en fait l'ensemble, enfin la documentation à compléter qui est similaire à celle proposée l'année dernière, qui vous permettra en fait de décrire en fait déjà votre situation au niveau de votre effectif, situation au niveau si vous êtes une entreprise autonome ou un groupe, et bien sûr vous aurez à signer ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur qu'on vous présentera tout à l'heure. Concernant l'éligibilité des parcours, nous mettons à votre disposition des fiches techniques qui vont décrire l'ensemble des actions qui vont entrer dans le cadre du FNE, mais bien sûr, celles aussi qui sortent du FNE. Sur la transition écologique et la transition alimentaire et agricole, ça ne change pas. On est sur des choses similaires par rapport à 2023. En revanche, sur le numérique, il y a quelques actions qui vont sortir. Et là, pour le coup, on va vous les présenter tout à l'heure pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Concernant les salariés éligibles, forcément, ce sont des salariés qui exercent au sein des entreprises éligibles. Ceux qui sont exclus, ce sont les alternants, donc tous les apprentis ne sont pas éligibles. Les salariés qui sont appelés
à quitter l'entreprise, qui sont démissionnaires ou qui font l'objet d'un PSE ou d'une rupture conventionnelle. Les intérimaires également ne sont pas éligibles et ce qu'on appelle également les stagiaires en entreprise. Voilà. En face du FNE Formation, vous avez deux possibilités. Donc, au CAPIAT, donc un cofinancement État FNE Formation. Et pour financer l'autre partie, vous avez soit le volontaire entreprise, soit le conventionnel. Et bien sûr, si vous proposez donc des salariés dans un parcours FNE Formation, il faut également vous engager pendant toute la durée de la formation à maintenir vos salariés en emploi. Voilà, tout à l'heure, on parlait du taux d'intervention du FNE qui avait été simplifié. Donc, on retrouve trois catégories de financement suivant la taille de l'entreprise. Donc, les petites entreprises, donc ce sont les entreprises qui sont soit de moins de 50 salariés ou dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan n'excède pas 10 millions d'euros. La deuxième catégorie des entreprises, ce sont les moyennes entreprises. Donc là, vous avez les entreprises qui sont entre 50 et 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Et puis les grandes entreprises, donc ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui donc sont les autres entreprises. Et donc pour chacune de ces tailles d'entreprise, vous voyez que le taux est de 70% les petites, 60% pour les moyennes et 50% pour les grandes entreprises. À ce taux viennent se rajouter pour les entreprises moyennes, les grandes entreprises, une majoration de 10% pour la formation des travailleurs qui sont en situation de handicap. Donc il y aura 10% de plus pour ces deux catégories d'entreprises pour ce public spécifiquement. On vous l'a déjà dit, mais on aime bien en reparler, c'est qu'il faudra distinguer dans le ciblage de vos stagiaires les personnes qui sont âgées de plus de 55 ans, qui sont donc catégorisées dans la catégorie des salariés seniors. Et l'âge du salarié est apprécié à la date du démarrage de l'action, puisqu'il peut y avoir des anniversaires proche de la date de démarrage de la formation. Donc, un taux d'intervention vraiment qui va se distinguer en fonction donc, de la situation de votre entreprise en termes d'effectifs. Une entreprise qui emploie moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros pourra se voir proposer 70% en taux d'intervention. Une entreprise de taille moyenne qui emploie un effectif de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 50 millions d'euros pourra se voir proposer un taux d'intervention de 60%. Et une entreprise, en fait, qui emploie plus de 250 salariés pourra se voir proposer donc un taux d'intervention de 50%. Pour les cas d'entreprise, par exemple, parce qu'il peut y avoir différentes situations, aussi bien en termes d'effectifs qu'en termes de chiffre d'affaires. Une entreprise, par exemple, qui emploie moins de 50 salariés, mais en revanche, son chiffre d'affaires dépasse les 10 millions d'euros, alors cette entreprise se verra proposer un taux d'intervention de 60%. Elle bascule dans la catégorie qui suit, dans la moyenne entreprise. Donc, je pense que les deux paramètres devront être regardés, aussi bien l'effectif que le chiffre d'affaires. Et vice-versa, si une entreprise a moins de 250 salariés, mais en revanche, son chiffre d'affaires dépasse les 50 millions d'euros, dans ces cas-là, elle aura un taux d'intervention de 50%. Donc, voilà la logique, en fait, de la prise en charge du FNE formation. Et bien sûr, concernant les salariés en situation de handicap, si une entreprise propose des salariés en situation de handicap, en fonction de sa situation au niveau de sa taille d'entreprise,
elle aura un bonus de 10%. Exemple, une entreprise de moins de 250 salariés qui se voit, par exemple, proposer un taux d'intervention de 60%. Si elle propose parmi les publics en stage quelques salariés en situation de handicap, le taux d'intervention pour ces salariés en situation de handicap passera de 60 à 70%. Même chose pour les grandes entreprises. Si une entreprise de plus de 250 salariés qui, normalement, devrait avoir un taux de 50%, si elle propose des salariés en situation de handicap, elle se verra octroyer pour ces salariés un taux de 60%. Donc, ce petit bonus de 10% est valable pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les moins de 50 salariés, on est bien plafonné à 70. Alors, le financement de FNE se fait sur 3 types de dépenses, qui sont les coûts pédagogiques du parcours de formation, avec prise en charge dans l'assiette de calcul des coûts pédagogiques au réel. Les frais de salaire, il y a un forfait de 12 € de l'heure qui est appliqué pour chaque stagiaire. Et les frais annexes inhérents à ces formations sont pris également au réel et comprennent à la fois les frais de déplacement, les frais d'hébergement et les frais de repas. Comme le disait tout à l'heure Arbia, quand on parle d'un parcours de formation, on ne parle pas d'une action de formation, mais on parle vraiment de différentes séquences de formation qui sont tout d'abord un positionnement pédagogique précis. Ensuite, il y a l'action de formation elle-même qui sera accompagnée d'un suivi du stagiaire et également qui se terminera par une évaluation des compétences acquises pendant ce parcours de formation. C'est vraiment important d'avoir cette définition précise de ce qu'est un parcours de formation pour que vous puissiez vérifier que ce que les centres de formation vous proposent comprennent bien l'ensemble de ces phases qui sont inscrites ici dans la définition d'un parcours. Toutes les formations qui seront soumises à demande de financement doivent être des formations dispensées par des centres de formation ou des prestataires qui sont bien sûr labellisés par la certification Calliope ou dans le cadre d'une formation interne d'entreprise qui est dispensée par le service de formation interne de l'entreprise. En fonction des entreprises, donc le nombre de projets peut être différent. Et en tout cas, pour un même salarié, il peut y avoir plusieurs parcours de formation soumis au financement dans ce programme 2024 du FNE. À condition que tous ces parcours de formation soient conformes aux axes prioritaires qu'on a rappelés tout à l'heure, qui sont les axes de transition et les skills. Pour continuer sur cette slide-là, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la date limite des engagements des parcours de formation doit être faite au plus tard le 31 décembre 2024, avec une réalisation donc, sur 12 mois, ce qui nous amène au 31 décembre 2025, et nécessite, je dirais vraiment en dernière date, la réception des dossiers chez Ocapiat le 27 décembre 2024. Et quand on dit cette date de réception au 27 décembre 2024, c'est vraiment avec un dossier complet, puisque entre le 27 et le 31, ce sera compliqué de réclamer des documents et de pouvoir engager le dossier dans l'applicatif. Donc, c'est vraiment la date limite de réception des dossiers complets. Toutes ces formations peuvent être mises en place par différentes modalités pédagogiques, soit du présentiel, soit du distanciel, soit du mixte, mais également en formation en situation de travail, donc en AFEST. Toutes ces formations sont orientées sur les 4 axes qui sont rappelés ici, qu'on vient de rappeler également.
avec un recentrage qu'on détaillera plus tard concernant la transition écologique, numérique, excusez-moi. Et un petit rappel, si nécessaire, c'est que tous ces parcours de formation ont pour objet de permettre un développement des compétences des salariés qui vont suivre ces parcours et non pas d'être une action qui est liée à une adaptation du poste de travail. Dans ce cas-là, ce parcours ne sera pas éligible et ne sera pas pris en compte dans le parcours FNE. Peut-être avant de donner des exemples, s'il y a peut-être des questions jusque-là, peut-être Arvia, je ne sais pas. Alors là, il y a quelques questions sur le chat, questions auxquelles je tente de répondre. Première question, est-ce que ce dispositif peut-il concerner une action qui débuterait en 2024 ? Ce que je réponds, c'est qu'avant tout démarrage de parcours de formation, un échange avec le conseiller entreprise, c'est un préalable afin de s'assurer déjà de l'éligibilité du parcours. C'est toujours intéressant, instructif, aussi bien pour le conseiller que pour vous-même, d'avoir un échange sur comment vous envisagez le parcours FNE de votre salarié. Ne serait-ce déjà que pour s'assurer que vous êtes éligible, que de s'assurer que vous avez le bon taux d'intervention, de s'assurer aussi de l'éligibilité des actions du parcours. Et vous verrez tout à l'heure, il y a quelques actions qui vont sortir. Et bien sûr, l'action peut démarrer après votre dépôt de la demande de subvention. Donc, la demande de subvention, elle est déposée dans l'extranet avec toutes les pièces justificatives, pièces qui doivent être conformes, tamponnées, signées, avec tous les éléments d'information. Ensuite, le conseiller pourra instruire votre demande. Donc, il est vraiment important aussi que vous puissiez anticiper, si vous voulez, votre dépôt de la demande. Plus vous anticipez le dépôt de la demande, mieux ce sera. Comme ça, s'il y a des sujets à voir avec quelques pièces pour lesquelles il y a besoin de précision, on pourra vous apporter les éléments de réponse et vous serez beaucoup plus confortable pour pouvoir faire démarrer votre parcours de formation dans les temps. Ça évitera ensuite qu'il y ait des reports de parcours de formation. Ensuite, j'ai une deuxième question qui porte sur la phase de positionnement. Est-ce que la phase de positionnement doit être réalisée au moment du dépôt du dossier? Alors déjà, la phase de positionnement, c'est la première étape du démarrage de parcours de formation. C'est ce qui démarre le parcours. Donc le positionnement, elle doit démarrer, c'est la date du début de la formation quelque part. C'est la date de début du parcours. Donc, c'est un état des lieux des acquis de compétences et ça doit se faire, bien sûr, après le dépôt de la demande de subvention et pas avant. Alors, je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole, d'autres questions sur le FNE, sinon on peut poursuivre. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont sur le chat conversation. Alors, vous pouvez en fait poser vos questions sur le QR. Alors, nous sommes une entreprise de moins de 50 salariés, mais nous avons 70. À quel taux nous aurions droit? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, madame, vous seriez dans la seconde catégorie. Moins de 50, mais votre chiffre d'affaires dépasse les 10 millions. Donc, vous seriez, si vous êtes sur 77 millions, vous seriez dans les 50%. 50% parce que votre chiffre d'affaires est de 70 millions d'euros. Et donc, vous faites partie, en fait, des entreprises qui ont un très bon chiffre d'affaires et qui dépassent les 50 millions d'euros. Et quand on dépasse les 50 millions d'euros, on est sur le taux d'intervention de 50%.
Voilà, et c'est Victor qui a répondu. Grand merci, Victor. Alors, cela signifie que nous ne pouvons pas commencer la formation avec une prise en charge de la formation, mais non du forfait salaire. Alors, l'année dernière, alors attendez, cela signifie que nous ne pouvons pas commencer la formation avant d'avoir l'accord de financement. L'idéal est d'avoir l'accord de financement, madame. Mais pour respecter le principe d'incitativité, il faut d'abord que déjà que vous ayez un échange avec le conseiller, que vous déposez votre demande de subvention avec toutes les pièces justificatives, que vous ayez en fait un contact avec le conseiller et si tout est bon, vous pouvez faire démarrer. Mais en principe, vous pouvez démarrer le parcours dès que la demande est réceptionnée par le conseiller au CAPIAT, dès que vous êtes sûr que le conseiller a votre dossier. L'année dernière, plusieurs non-salariés ont fait des formations avec une prise en charge de la formation, mais non du forfait salaire, oui. Est-ce qu'il y a une question derrière? Je ne sais pas. Champ de la terre. Si vous pouvez préciser votre question. Je ne suis pas certaine de comprendre, hein, désolée. L'écrit. Je ne sais pas si vous souhaitez préciser votre question. Comment se formalise la subvention? Remboursement ou paiement direct? Alors ça, on va le voir tout à l'heure, Madame Mansart. On va vous dire comment ça se passe. Un parcours peut-il s'associer par différents organismes? Exemple, initiation par un premier OF, puis perfectionnement par OF2. Est-ce que 2 OF peuvent faire… Victor, si tu peux me dire, là pour le coup, j'ai peut-être pas forcément… je ne vois pas de contre-indication là-dessus. Donc, les critères d'éligibilité des parcours de formation dont la définition vous a été donnée, à savoir positionnement, dispense des enseignements et évaluation finale, peuvent être assurés selon différentes modalités qu'on a pu voir, distanciel, présentiel, AFEST ou autre, aussi bien en interne et en externe. Et donc, ces parcours, qui se composent de différentes actions de formation ou de modules, peuvent effectivement être dispensés par différents organismes de formation. Donc, on peut avoir un organisme de formation lambda pour tel module ou telle formation et un autre organisme lambda pour effectivement un autre module ou une autre action de formation, le tout. Et que bien évidemment, lorsqu'on consolide l'ensemble de ces éléments, on reste bien fidèle à la définition de parcours d'action de formation, fidèle également à la durée maximum de 12 mois et toujours fidèle à cette notion de dépôt d'action préalable à l'action de formation. Et lorsqu'on dit préalable, ce n'est pas uniquement la dispense donc, des enseignements, à savoir la formation, mais c'est également le positionnement. Donc si d'aventure la question, vous vous posiez la question, le positionnement ne peut pas avoir lieu avant le dépôt de la demande de financement préalable. Donc lorsqu'on dit préalable, c'est bien l'intégralité du parcours, positionnement compris. Et oui, Merci. effectivement, si plusieurs OF, il faudra une convention pour chacun d'entre eux. Pour chaque OF, Voilà. oui. En revanche, la demande de prise en charge, quant à elle, c'est une seule. Donc, il est demandé aux entreprises d'établir une demande de prise en charge par parcours. En revanche, dans les annexes à cette demande de financement, vous devrez effectivement nous préciser la composition de ces parcours par module, par formation, et c'est là où on aura le loisir d'apprécier effectivement les différents organismes et de voir si nous avons la documentation associée, à savoir devis, proposition commerciale ou convention de formation. Et donc, tout ça circonscrit sur 12 mois. Hein. Donc, c'est vraiment important de l'avoir bien en tête, tout en sachant que ce qui termine un parcours de formation, comme vous le savez, c'est l'évaluation du salarié. Un parcours qui démarre sans évaluation n'est pas éligible. Hein. Il faut que le salarié puisse faire l'évaluation. Et son évaluation doit intervenir avant la fin de la période des 12 mois. Donc, tout ça, en fait, doit être anticipé.
et échanger donc avec le conseiller entreprise au Capiat qui pourra vraiment vous accompagner là-dessus. Il y a d'autres questions dans le volet conversation. Je ne sais pas si on poursuit, Arbia, à y répondre. Je réponds. Alors, ce que je propose, c'est de poursuivre et de répondre sur le chat directement. Très bien, merci. Merci, Daniel. On était à cette slide-là. Hein. Non, la suivante. Pardon. La suivante. Voilà. En effet, merci. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, sur chacun des axes prioritaires pour MFNE, vous avez à votre disposition sur le site des fiches descriptives qui donnent beaucoup de détails sur les parcours de formation ou les thématiques qui peuvent être prises en charge dans le cadre de ces priorités. Et également sur les évolutions concernant la transition numérique, où donc les parcours qui seront éligibles doivent être centrés sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et les technologies de pointe. On vous a mis sur cette slide-là un certain nombre d'exemples d'actions éligibles et d'actions non éligibles. Alors, je vais peut-être commencer par les actions non éligibles. Comme précédemment, les actions liées à la bureautique, donc les fameux pack office, Word, Excel, Access et PowerPoint ne sont pas éligibles au parcours FNE, mais également d'autres logiciels que vous voyez ici, Administrateur, Odo, Adobe InDesign et Microsoft, ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles non plus les formations à la maîtrise des logiciels de paie, de comptabilité, non plus tout ce qui concerne la communication, les réseaux sociaux, les plateformes, les outils de management digitaux ou les documents les logiciels de parcours de communication de développement de web ne sont pas éligibles. Toujours dans cette catégorie, ne rentre pas dans les parcours FNE 2024, toutes les actions qui sont autour de la déviation des tâches et en particulier qui sont liées à des activités dans les métiers du marketing, de la communication, de la relation client. Donc, toutes ces actions autour de la différenciation de ces tâches ne rentrent pas dans les actions liées à la transition numérique. Vous avez d'autres exemples en dessous, donc les actions qui permettent l'automatisation de tâches, la maîtrise des SIG, les actions liées à la gestion et la transformation des logiciels fournisseurs et des clients, toutes les actions concernant qui permettent aux entreprises de dialoguer avec des prestataires informatiques ne sont pas à prendre en compte non plus. Enfin, sur les actions non éligibles dans cette liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, on vous a indiqué que les actions qui sont liées à la gestion et au reporting, notamment sur les logiciels de chantier, qui concernent l'organisation, la déclaration des travaux, les ERP aussi, ne sont pas éligibles à ce parcours FNE 2024. Et on vous a mis également, pour finir sur cette liste, des logiciels de paramétrage de bases de données type Cloud Computing Integral Agro XXL, que sans doute certains d'entre vous connaissent mieux ces logiciels, mais ils ne sont pas, l'utilisation de ceux-ci et la maîtrise de ceux-là ne sont pas éligibles au parcours FNE 2024. Par contre, sont éligibles tout ce qui est dans la colonne de gauche, donc l'intégration de solutions d'intelligence artificielle avec des créations d'images d'intelligence artificielle et différents outils de cette intelligence artificielle, les actions de formation ou les parcours de formation qui permettent le développement de déviation de modes de production ou des ordres de fabrication, tout ce qui est lié à la cybersécurité et à la RGPD et qui permettent de sécuriser l'activité de l'entreprise sont éligibles. L'utilisation et la maîtrise de l'utilisation des drones,
tout ce qui est lié à la robotique. On a mis un exemple agricole, l'automatisation de la traite, par exemple, les data science, la réalité virtuelle, et puis vous avez également des parcours électricité, technicien de maintenance et digitalisation de la gestion du caveau. Voilà quelques exemples d'actions éligibles dans le cadre de cette transition numérique recentrée sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des technologies de pointe. Donc, bien sûr, là, vous avez vraiment quelques exemples hein, qu'on vous présente, aussi bien en termes d'éligibilité des actions que de non-éligibilité des actions. Votre grille de lecture, elle est la suivante. Ce que cherche à financer le ministère du Travail, ce sont des actions de développement des compétences. Les salariés que vous proposez en parcours FNE doivent monter en compétences. L'idée n'est pas de financer des actions permettant d'adapter le salarié en poste. Donc, dans le cadre de votre demande de subvention qu'on va vous présenter tout à l'heure, tout va se jouer dans l'argumentaire et comment vous allez présenter les choses. Donc, il est important en fait de bien montrer que les actions que vous proposez, le parcours que vous proposez, a pour objectif une visée de monter en compétences. La justification qui consiste à dire que je veux proposer telle ou telle action pour mon salarié afin de lui permettre de s'adapter à son poste de travail, ça c'est non, c'est pas éligible. En revanche, compte tenu en fait de l'impact, par exemple, de telle transition numérique, transition écologique, transition alimentaire qui impacte mon activité et derrière, ça a un impact sur les compétences de mes salariés et j'ai besoin derrière de pouvoir faire monter en compétence mon salarié pour répondre justement à l'impact de cette transition sur mon activité. Là, par contre, c'est bingo. Là, vous cochez toutes les cases et votre dossier pourra être éligible. Donc, tout est dans l'argumentation. Donc, l'idée, ce n'est pas de nous faire un argumentaire de 1 ou 2 pages. Hein. Je veux dire, un paragraphe qui explique bien votre situation. On le verra tout à l'heure. Votre situation au regard de l'impact des transitions sur votre activité, comment elle impacte et derrière, c'est quoi les conséquences. Ça suffit pour derrière flécher sur l'une des transitions proposées dans le cadre du dispositif FNE. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'actions qui ne sont plus éligibles sur le volet du numérique par rapport à l'année dernière. Donc la bureautique, ça a toujours été le cas, hein, on se le dit. Hein. On sait que Word, Excel, Access, ça, c'est pas éligible. Tout ce qui est en lien avec Adobe Design, Microsoft, c'est pas éligible. Les logiciels ne sont pas éligibles, en fait. C'est ça. Tout ce qui est logiciel, compta, paie, tout ce qui est en lien avec l'actualité de la réforme sociale, tout ça, c'est pas éligible. Tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, c'est pas du tout éligible. Donc voilà, c'est des choses comme ça, des actions, pardon, qui sortent totalement du spectre du numérique et qu'il faut avoir en tête. Maintenant, bien sûr, ce sont des exemples. Mais si vous avez un doute, il faut en parler. Il faut en parler avec votre conseiller. Et bien sûr, il y a aussi une réflexion en interne au sein d'Ocapia. Tout dépend aussi comment vous présentez les choses, comment ça répond donc à l'impact d'une des transitions sur votre activité. L'objectif derrière, ce que vous devez voir derrière, c'est que ça doit conduire à la montée en compétence de votre salarié. Donc, c'est la logique. Si on devait faire un schéma, c'est comment la transition impacte mon activité. C'est quoi la conséquence derrière? Et derrière, comment ça touche mes salariés et les compétences et les emplois. Et pourquoi derrière, je propose ce parcours. Voilà, c'est ça le schéma.
Si vous avez ce schéma en tête, vous avez votre argumentaire. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir vers nos conseillers au CAPIAT qui pourront répondre à toutes vos questions. Bien sûr, s'il y a un doute de leur côté, ils peuvent nous remonter en fait les propositions et on pourra statuer assez rapidement. Ce que vient de dire Arbia est vraiment très important, c'est que le conseiller il est là pour vous aider peut-être à argumenter, à vérifier que ce que vous avez écrit dans votre demande de prise en charge de demande de financement correspond à tous ces critères qui sont rappelés aujourd'hui dans le cadre du webinaire et qui sont sur les documents. Et de toute façon, le conseiller, quand votre dossier lui est confié, lui donnera je dirais un accord interne également s'il considère que tous les éléments que vous avez transmis dans votre dossier correspondent à ce qu'on vient de décrire sur les respects des priorités et tous les autres éléments quand vous faites votre demande. Donc n'hésitez pas effectivement à vous appuyer sur lui et s'il y a des doutes, ben, ça remontera au niveau du pôle cofinancement de CAPIAT. Concernant les actions inéligibles, donc là, de manière très globale, quelle que soit la thématique de transition, sont exclues toutes les actions qui sont uniquement des actions de formation isolées, et en particulier celles qui sont liées à l'adaptation à la poste de travail. Sont également exclues les actions qui relèvent en fait de l'obligation de formation générale à la sécurité qui incombe à l'employeur et qui est rappelé dans les articles 41, 21-1 et 2 du Code du travail. Sont également exclues, bien sûr, les actions qui sont dispensées pour des apprentis ou des personnes qui sont en alternance, puisque ces salariés-là ne sont pas éligibles au parcours soumis au financement FNE. On vient de le rappeler, les actions liées à la bureautique, le développement personnel également, les formations de tuteurs, de maîtres d'apprentissage ne peuvent être mises dans un parcours et soumis à financement. Les bilans de compétences, les actions liées à l'acquisition d'acquis d'expérience dans le cadre d'une VAE ne sont pas éligibles. Et puis, on vient d'en parler un peu longuement, mais tout ce qui concerne la digitalisation des tâches et des activités. Il faut également faire attention que les actions de formation que vous allez proposer et les parcours de formation que vous allez soumettre au financement n'auront pas eu déjà d'autres aides et que ceci doit être vérifié par rapport au régime des minimis. Alors, tout à l'heure, on vous parlait aussi du quatrième item des priorités du FNE 2024. On va parler des fameuses World Skills, donc les compétitions internationales des métiers, qui vont d'ailleurs se passer au mois de septembre en région lyonnaise, je crois. En fait, la formation des compétiteurs n'est pas éligible au FNE. Ce sont toutes les actions de formation qui sont liées aux activités périphériques de l'organisation de ces World Skills, sur la partie logistique ou transport, par exemple, pour ce qui concerne ces compétitions. Deux autres éléments dans le cadre du rappel du cadre de financement. La réglementation nous oblige à appliquer un taux de frais de gestion de 3% dans le cas où vous confiez donc le volontaire de votre parcours de formation. Et donc, ce sera encadré dans le cadre d'un contrat, comme vous l'avez eu l'occasion de l'avoir les années précédentes. Et si l'entreprise ne souhaite pas bénéficier de subrogation de paiement, alors donc la prise en charge totale de l'assiette éligible au FNE conditionne donc le financement et il y aura donc une application de CVSR dans le cadre des conventions dont je viens de parler, qui sont les conventions Majestic,
modernité ou augmentée. Les dossiers donc, sont analysés par les conseillers quand vous déposez vos demandes. Et quelquefois, il pourrait y avoir des refus. Et qui dit refus parle aussi de voies de recours et des délais de recours. Lorsque les demandes sont transmises, il faut vérifier la validité de l'ensemble des pièces qu'on vous a demandées et de ce que vous avez indiqué dans vos documents. Et s'il y a un refus, il sera motivé. Et les différents types de refus qui sont possibles, c'est que soit votre dossier est incomplet malgré des relances qui ont été faites par les collaborateurs de Capiat, et donc on ne pourra pas instruire votre dossier s'il n'est pas complet. Votre dossier peut arriver hors délai par rapport aux dates qu'on vous a indiquées tout à l'heure, et en particulier, le dossier doit arriver bien sûr avant le démarrage du parcours de formation pour être validé. Les salariés qui ne seraient pas éligibles seront également un motif de refus, ou également le statut de l'entreprise par rapport à l'éligibilité au FNE. Et puis les actions elles-mêmes qui ne rentrent pas dans les priorités des 4 axes prioritaires du programme FNE ne seront pas, ne sera pas pris et donc feront l'objet d'un refus. Puis, bien sûr, le respect des règles du régime d'encadrement des aides est également un élément que l'on vérifie et qui, s'il n'est pas respecté, ferait donc l'objet d'un refus de votre demande de financement. Peut-être on passe à la partie administrative donc, du dossier. Donc, les éléments que vous devez intégrer dans l'extranet, dans votre espace au CAPIAT, au moment de la saisie de cette demande de financement, sont tout d'abord la demande de subvention au titre du FNE et une demande doit être faite pour chaque parcours. Dans cette demande, vous avez présent 3 documents qui sont des annexes qui sont l'attestation sur l'honneur de votre entreprise, indiquant que vous respectez l'ensemble des critères pour la prise en charge. Deuxième annexe, les éléments caractéristiques de l'entreprise. Et la troisième annexe concerne les salariés qui sont inscrits dans ces parcours de formation, donc avec la liste nominative de ces salariés, avec un fichier Excel qui renseigne différents renseignements sur chacune des personnes, leur nom, leur prénom, l'âge, la date de naissance et le type de contrat de travail. Si l'information est une formation externe, donc dispensée par un prestataire externe, nous avons besoin soit du devis émis par ce centre de formation, soit une proposition commerciale, soit la convention de formation avec les annexes qui vous sont transmises par le centre de formation. Et cette convention de formation doit contenir différents éléments qui sont indiqués ici, que je vais décrire. Tout d'abord, doit être présente dans cette convention ou dans les documents à fournir la phase de positionnement, l'intitulé de l'action de formation, son objectif et son contenu, sa durée, sa période de réalisation, la phase d'évaluation doit être précisée également, ainsi que les modalités de déroulement de ce parcours et bien sûr le prix prévisionnel de l'action par module du parcours. Peut-être la slide suivante. Dans le cadre d'une formation interne, eh bien là, nous réclamerons à l'entreprise les pièces suivantes, donc le relevé de dépenses prévisionnelles, qui contient le contenu de l'action de formation, la durée, la période de réalisation, la phase d'évaluation également, les modalités de déroulement, et puis bien sûr le prix total prévisionnel
de l'action pour chacun des modules du parcours de formation. Et puis, bien sûr, on a besoin également du programme de formation de ce parcours. Une fois l'action terminée, donc on passe à la phase facturation. Donc, dans la phase de facturation, il y a également un distinguo en fonction du déroulement de l'action de formation. Si c'est une formation externe, donc dispensée par un prestataire extérieur, nous aurons besoin de la convention signée entre l'entreprise et le centre de formation et donc signée par les deux parties. S'il y a subrogation de paiement, nous aurons besoin dans ce cas-là de la facture de l'organisme. Et s'il n'y a pas de subrogation, c'est l'entreprise qui nous donnera sa facture ou il y aura autofacturation dans un autre cas si l'entreprise l'a demandé. En tout cas, la facture de formation doit toujours être apposée avec la notion d'acquittement qui est un élément important mis en place, enfin, comment dire, écrit par le centre de formation. Quand on parle d'acquittement, donc l'acquittement nécessite d'indiquer la date de paiement, le mode de règlement et la référence du paiement qui a été mentionné par l'organisme de formation doivent être présents également sur cette facture, son tampon et la signature du dirigeant de la personne qui est en charge de la signature de cette facture. Dans le cadre d'une formation interne, nous aurons besoin de la facture de l'entreprise ou de son autofacturation, et puis de l'ensemble des relevés de dépenses que l'entreprise a supportés pour ses parcours de formation, à savoir les relevés de dépenses des frais pédagogiques, des salaires versés pendant ce parcours, et également des frais annexes liés à chacune des actions de formation, pour prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour mettre au remboursement. Quoi qu'il en soit, s'il y a subvention ou pas, le paiement lui-même est possible uniquement en fin de parcours de formation, évaluation comprise. Oui, dans ce cadre-là, il n'y a pas de facturation intermédiaire. C'est ce que ça veut dire. Pour toutes les formations, qu'elles soient externes ou internes, nous aurons besoin aussi que vous déposiez sur les extranets le certificat de réalisation qui sera avec le logo du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est le seul document où nous demandons d'avoir le logo du ministère du Travail, qui est le financeur de ce programme. Nous aurons besoin également de tous les bulletins de salaire de chacun des salariés correspondant à chaque mois de formation. Et si l'entreprise ne peut pas nous les fournir, eh bien, on lui demandera une attestation avec un document complétant l'ensemble des personnes qui ont suivi cette formation pour avoir donc un document attestant la présence de ces personnes et de compléter le dossier avec ce document. Troisième poste de dépense, ce sont tous les justificatifs de frais annexes. Là aussi, nous avons mis en place un tableau Excel où vous pourrez détailler l'ensemble des frais qui sont relatifs à telle ou telle personne qui a suivi la formation ou qui a surtout dépensé la somme qui sera indiquée, et donc pouvoir ainsi distinguer les frais supportés par chacun des stagiaires. Le règlement des coûts pédagogiques, bien sûr, et on l'a déjà indiqué tout à l'heure, si un stagiaire n'est pas présent ou ne fait pas l'ensemble du parcours pour cette personne-là, donc le règlement des coûts pédagogiques, et en tout cas, se fera sur la base des heures suivies par chacun des stagiaires. Donc cette donnée sera rentrée dans notre applicatif pour pouvoir ne régler que ces heures-là. Moi. Dans le cadre de la subrogation de paiement, donc dans ce cas-là, les coûts pédagogiques sont réglés au centre de formation, même si nous n'avons pas reçu l'ensemble des bulletins de salaire de la part de l'entreprise et les justificatifs de frais annexes.
et l'entreprise nous les redonnera ultérieurement et donc sera relancée pour avoir nécessité de nous envoyer ces documents. Par contre, si l'entreprise ne peut pas nous les envoyer, il n'y aura pas prise en compte de ces frais pour le calcul de la prise en charge de ces parcours. Toujours dans les règlements des frais annexes, le remboursement doit se faire donc au réel sur chacun des stagiaires sur la base des justificatifs dont on vient de parler, les fameux justificatifs fournis par l'entreprise. Et l'entreprise devra nous communiquer donc un fichier détaillé des frais annexes et justifiés dans le cadre de ces parcours. Et il n'y a pas possibilité de dépassement de montant prévu par type de frais, mais il est possible de répartir individuellement les frais. Par exemple, s'il y a, je sais pas, un covoiturage, donc là, c'est uniquement le propriétaire du véhicule qui supportera les frais, donc il se verra rembourser les frais inhérents à l'utilisation de son véhicule. Par contre, s'il y a la location par l'entreprise d'un véhicule collectif, dans ce cas-là, il y a possibilité d'indiquer chacun des salariés présents dans ce véhicule pour ventiler au prorata les frais supportés pour la location de ce véhicule. Dans le cas où l'entreprise ne souhaite pas de subrogation de paiement, les règlements de la facture à l'entreprise ne sera possible que si nous avons effectivement en possession toutes les pièces pour pouvoir procéder à ce règlement. Et pour mémoire, ce n'est pas spécifique à ce programme FNE. Dans le cadre vous savez que nous avons à la fin de chaque programme un contrôle de service fait qui est diligenté par l'État. Et il se peut que les différents contrôleurs, les différentes phases de contrôle peuvent avoir lieu, et que dans ce cas-là, des pièces complémentaires pourront être demandées. Et donc l'entreprise doit conserver pendant 10 ans, à la fin de ce programme, l'ensemble des documents qui sont liés à ces salariés et à ces parcours de formation, et en particulier les bulletins de salaire, voire les contrats de travail, qui sont les contrats de travail de ces stagiaires. Un petit rappel sur le calendrier de mise en œuvre du programme FNE 2024. Donc, il est actif depuis le 8 juin dernier. Et les engagements, donc, pour rappel, doivent être faits avant le 31 décembre de cette année, avec une période de réalisation de 12 mois maximum, qui amène donc au 31 décembre 2025. Et peut-être pour enfoncer un peu le clou, donc les dossiers doivent nous être transmis au plus tard le 27 décembre. Et quand on dit dossier, c'est bien sûr les dossiers complets. Et il n'y aura pas de relance ultérieure au 23 décembre, puisque ensuite ce sera trop compliqué pour nous de pouvoir rentrer l'ensemble de ces données. Et les dossiers seront payés au plus tard le 28 février 2026, soit 2 mois après la fin du programme FNE 2024. Un petit rappel aussi sur l'obligation de publicité, puisque ce programme est financé par l'État à travers le ministère du Travail. Il y a donc nécessité à poser, au moins sous le certificat de réalisation, peut-être sur d'autres documents si c'est possible, mais en tout cas sur le certificat de réalisation, le logo du ministère du Travail, de façon à ce que toutes les personnes qui sont liées à ces parcours, et en particulier les bénéficiaires, puissent avoir en tête que ce parcours qu'ils suivent est financé grâce à des fonds attribués par le ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité. C'est un élément important. Pardon, excuse-moi, je finis non, juste. pardon, Daniel. C'est vraiment un élément important parce que c'est un des points que les contrôleurs vérifient de suite quand ils font un contrôle des dossiers dans le cadre du service fait. Voilà.
Alors, un petit point de précision sur la mise en œuvre en fait du FNE formation. Il faut avoir en tête que la durée d'un parcours de formation qui démarre avec un positionnement et qui se termine avec une évaluation doit avoir une durée de 12 mois. Si vous démarrez votre parcours de formation, par exemple, je ne sais pas moi, on vous donne un accord là au mois de juillet et que vous le démarrez en septembre, ce qui est tout à fait possible, vous le démarrez du 5 septembre 2024, il doit se terminer, évaluation comprise, au plus tard le 4 septembre 2025. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'on doit avoir en tête. Concernant vos demandes, vos dépôts de demande d'accord de prise en charge, là, nous avons des fonds qui nous permettent en fait de financer beaucoup de parcours de formation qui répondent aux différents axes prioritaires du dispositif FNE. L'idée, c'est de déposer vos demandes là maintenant, dès que possible, mais vous avez au moins jusqu'à décembre pour pouvoir les déposer. Mais plus tôt, mieux vous anticipiez, et mieux ce sera pour vous. Comme ça, vous pourrez en fait anticiper tous les aléas que vous pourrez rencontrer dans le cadre de vos parcours de formation. Donc, vos demandes de subvention, il faut les déposer le plus tôt possible. Donc, on vous donne un délai. Le délai, c'est avant le 27 décembre, mais on vous sensibilise là-dessus, surtout anticiper les dépôts de vos demandes. N'hésitez pas à rentrer en contact avec vos conseillers au CAPIAT pour échanger sur vos parcours et pour préparer vos dépôts de demande de subvention. N'attendez pas à la dernière minute, surtout pas. Ce n'est pas l'idée. Ça va vraiment vous pénaliser. Vous pourriez ne pas bénéficier en fait de conseils de nos conseillers au CAPIAT. Donc, le plus tôt sera le mieux. Anticiper au maximum. Et de toute façon, les parcours de formation sont réglés une fois qu'on aura reçu donc, toutes les pièces justificatives du centre de formation. Et si on est amené à vous régler, si vous demandez le paiement des salaires et des frais annexes, ce sera réglé une fois qu'on aura les pièces. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Une fois qu'on aura toutes les pièces justificatives, on est en capacité de régler. C'est ça la règle. Alors, deux points de vigilance importants qui sont rappelés ici. Donc, en particulier le principe et le respect du principe d'incitativité. Donc, peut-être un rappel sur cette définition du principe d'incitativité qui exige que la demande de subvention que vous faites soit toujours antérieure au démarrage de parcours de formation. Ça, c'est vraiment important. C'est également une règle très stricte à respecter. Et une fois qu'on l'a en tête, ben, il n'y a pas de sujet particulier. Le deuxième rappel qui concerne donc les salariés inscrits pendant ces parcours de formation, vous devez vous engager à ce que ces personnes soient maintenues en emploi pendant toute la durée du parcours de formation pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais inhérents à ces personnes. Alors, principe d'incitativité, hein, c'est vraiment classique. Hein, on parle de principe d'incitativité, c'est-à-dire qu'une entreprise doit d'abord nous faire une demande d'aide avant de démarrer quoi que ce soit. Voilà. C'est ça le principe d'incitativité. C'est pour ça que votre demande de subvention, elle doit arriver chez OCAPIAT, datée, signée et tamponnée avant le démarrage de votre parcours, tout en sachant qu'il faut quand même que vous ayez un contact avec le conseiller pour vous assurer déjà que le conseiller a bien vu votre dossier et qu'elle puisse l'instruire et voir avec vous s'il ne manque pas, s'il y a toutes les pièces et si le dossier est conforme. Et bien sûr, maintien du salarié en emploi pendant toute la durée en formation. Voilà.
On arrive aux annexes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter en fait très rapidement, il est 12h15. C'est du classique, hein, vous les connaissez déjà hein, normalement. On les a réajustés pour les mettre au millésime 2024, mais de vous présenter les documents à utiliser. Vous avez à l'engagement 3 typologies de documents. La demande de subvention, où vous allez renseigner en fait les renseignements, les informations vous concernant votre entreprise en termes d'effectifs au niveau de votre situation. Un deuxième document qui porte plus spécifiquement sur l'effectif et le niveau de chiffre d'affaires, ça nous permettra nous de pouvoir bien sélectionner votre bon taux d'intervention et bien sûr un troisième document qui est un fichier Excel qui vous permettra vous de lister tous les salariés que vous proposez avec leurs caractéristiques. Donc, je vais arrêter le partage et on terminera après la présentation des outils par une petite visite sur le site web Ocapiat pour qu'on puisse vous montrer en fait là où sont les documents, si vous avez besoin de les télécharger directement. Alors, pièce à l'engagement. Ça va s'ouvrir. Voilà, c'est ouvert et je vais pouvoir vous le partager. Vous me dites hein, si vous voyez, quand vous voyez par contre. C'est bon. C'est bon pour. C'est bon, voilà. Donc voilà comment se présente le dossier de demande de subvention. Hein. Donc on demande quand même à l'entreprise de déposer un dossier par parcours de formation. Donc la première page, c'est du classique, hein, je ne m'étalerai pas là-dessus, c'est vraiment l'identification de votre entreprise, hein, avec dénomination sociale, votre adresse, le numéro de sirène, le numéro de sirette, votre effectif, le code NAF de l'entreprise, le code NAS. On vous met un lien qui vous mène sur le site web Ocapiat pour récupérer le tableau de correspondance par rapport à votre code APE. Bien sûr, le nom du contact, la fonction téléphone, adresse mail, donc ça, c'est du classique. J'en arrive à la partie la plus importante, c'est le descriptif de la demande. Là, on vous demande vraiment, c'est ce que je vous dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de bien décrire le contexte dans lequel vous proposez en fait ce projet de parcours de formation, en précisant en fait les enjeux auxquels vous êtes confrontés, qui sont en lien avec les transitions, l'une des transitions que vous ciblez. Imaginons que votre entreprise soit impactée par la transition écologique, qu'elle impacte votre activité que la transition écologique, impacte votre activité, il faut nous l'expliquer. Il ne suffit pas de nous le dire, il faut nous dire comment elle l'impacte. Et derrière, en quoi ça impacte les compétences de vos salariés et en quoi vous avez besoin de faire monter en compétences vos salariés. C'est l'objectif en fait de ce paragraphe, tout en précisant donc votre situation en termes d'effectifs, etc. Donc là, on vous a mis une petite notice précisant ce qui est attendu dans ce paragraphe. Deuxième paragraphe, vous détaillez votre projet de formation, votre parcours. C'est quoi le nom du parcours? Quelles sont les actions de formation que vous envisagez d'y mettre? Quelle est la durée, la période de réalisation? Bien sûr, ça peut être, c'est une période de réalisation prévisionnelle. On n'est pas à l'abri donc de report de date, mais attention, s'il y a des reports de date, faites attention, il faut absolument que ce soit circonscrit sur la durée des 12 mois. C'est très important de l'avoir en tête. Et bien sûr, le lieu de la formation. On arrive à la partie budget. Donc là, vous allez décrire en fait quels sont les coûts que vous souhaitez pour lesquels vous souhaitez obtenir une prise en charge. Donc la nature des coûts. Donc vous avez une petite notice en dessous. Est-ce que ce sont les coûts PEDA, les coûts pédagogiques, les salaires, les frais annexes? Est-ce que c'est les trois en même temps ou est-ce que vous voulez uniquement les coûts pédagogiques? Voilà, c'est au choix. Soit c'est l'un des trois, soit c'est les trois, soit c'est 2 sur 3. Précisez-le, le montant. Et concernant le renseignement de la subvention FNE sollicitée, c'est pour ça qu'il est important que vous ayez un échange au préalable avec votre conseiller
cette partie-là, vous pourrez la compléter après l'échange avec le conseiller au CAPIAT. Donc, il est important. Vous pouvez avoir une idée, c'est au regard des éléments d'information et de la documentation qu'on vous a apportée, mais c'est important d'avoir cet échange, et j'insiste là-dessus, d'avoir cet échange au préalable avec votre conseiller au CAPIAT qui vous aidera à renseigner cette partie du tableau. Ensuite, on arrive sur un tableau où vous allez nous décrire le nombre de salariés que vous souhaitez proposer en formation. Combien sont des salariés de 55 ans et plus, combien sont des salariés en situation de handicap, quel est l'intitulé de parcours, quel est l'axe prioritaire que vous ciblez, le nombre d'heures dispensées, quelle est la modalité de formation. Donc, vous avez une petite notice en dessous qui vous permettra de renseigner le bon code et bien sûr le coût total. Petite remarque, le coût total de ce tableau doit être égal au coût total qui est dans le tableau précédent. Voilà, petite vérification de cohérence. Et bien sûr, nous vous rappelons les différentes pièces à joindre dans le cadre de la demande de subvention. Et bien sûr, vous avez un premier document, annexe 1, qui figure dans la demande de prise en charge, qui est une attestation sur l'honneur. Donc, ce document est à compléter et qui vous engage sur un certain nombre de points. Notamment que vous ne proposez pas de bénéficiaires qui sont sur le point de quitter l'entreprise, que l'ensemble des bénéficiaires, que vous n'êtes pas en difficulté, voilà, toutes ces clauses comme ça, et que vous n'avez pas bénéficié d'autres aides qui s'inscrivent au titre d'un autre régime. Donc ça, ce sont plutôt des informations que vous aurez, que vous pouvez avoir auprès de votre service compta. Donc, vous le datez, vous le signez, vous le tamponnez. Donc, voilà. Voilà pour ce document, c'est un document de 5 pages, mais ça peut aller vraiment très vite. Mais c'est un document qui nous permet en fait d'avoir un premier élément d'information sur votre demande de subvention. Ensuite, si on en arrive au deuxième document, donc on a vu l'annexe 1 qui était la déclaration sur l'honneur, qui était tout de suite annexée à la demande de prise en charge. On va passer à l'annexe 2 qui porte vraiment sur les caractéristiques de votre entreprise et qui va nous permettre, nous, de pouvoir identifier le bon taux d'intervention. Est-ce que vous voyez donc le document? Oui, non? Oui. Merci. Donc, ce document, vous avez un petit rappel ce qu'est le régime d'encadrement d'aide et le petit tableau avec les taux d'intervention. Voilà, au moins, ça vous permettra d'avoir une bonne visibilité sur la participation possible dans le cadre du FNE. Ensuite, vous avez une autre rubrique qui porte sur votre situation sur le plan, soit vous appartenez à un groupe d'entreprises ou soit vous êtes une entreprise autonome. Il suffit en fait de regarder où vous vous identifiez par rapport à la situation, à votre situation. Voilà. Donc ça, c'est un document qu'il faudra également compléter. Ensuite, il faudra renseigner l'effectif, soit le chiffre d'affaires ou le total du bilan. Si on a les deux, c'est parfait, mais si on a l'un ou l'autre, c'est mieux, c'est bien. Et comme ça, ça nous permettra de vous dire quel est le bon taux d'intervention au regard de ces éléments d'information. Et bien sûr, ce document doit être daté, signé, tamponné, au même titre que la demande de subvention. Donc, voilà pour ce document. Et j'en arrive à la liste nominative des salariés. Donc, tout ça à l'engagement. Alors, je ne sais pas si le partage y est encore. Je crois qu'il est parti. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui. OK. Donc, c'est un fichier où vous allez renseigner des éléments d'information sur votre entreprise, indiquer l'intitulé de parcours, le type d'axe prioritaire. Vous voyez s'il y a un menu déroulant.
soit transition numérique, écologique, agricole ou World Skills, date de début, date de fin de formation et indiquer la durée de formation, la durée du parcours. C'est quoi la durée du parcours? La liste de tous vos salariés avec date de naissance, si ce sont des personnes en situation de handicap, quel est leur niveau de formation, si le positionnement a été fait, oui ou non, le type de contrat, est-ce que ce sont des salariés en CDI, en CDD? Voilà. Est-ce que ce sont des salariés saisonniers, oui, non? Leur métier, bien sûr, quel métier ils exercent et bien sûr l'intitulé des différentes actions que compose votre parcours. Votre parcours, ça peut être qu'une seule action, hein, mais ça peut être une, deux, trois, plusieurs actions, mais à minima une action de formation. Donc voilà le fichier, le troisième fichier, et il doit être signé et tamponné donc par l'entreprise. Et bien sûr, hein, vous avez ce premier onglet à compléter. Les onglets suivants, ce sont des onglets d'information. Hein. Là, nous vous avons remis en fait les fiches techniques hein, que vous retrouverez par ailleurs hein, sur le site web Ocapiat. Mais on vous a remis les fiches techniques qui décrivent ce qu'on entend derrière par transition écologique, transition numérique, transition alimentaire et agricole, avec des exemples d'actions de formation possibles derrière. Et tout ça, bien sûr, à discuter avec votre conseiller Ocapiat. Donc ça, c'est à l'engagement. Ensuite, au règlement, nous avons rajouté deux autres pièces concernant le paiement des salaires. Il peut arriver que vous ne soyez pas en possibilité de nous fournir les fiches de paye. Si vous avez besoin qu'on vous rembourse le salaire au forfait, comme nous le proposons, si vous souhaitez cette prise en charge, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit le bulletin de paie par durée pour chaque mois de formation du salarié, soit vous complétez cette fameuse attestation qui est disponible sur le site web Ocapiat que je vous montrerai tout à l'heure. C'est une attestation avec où vous renseignez donc les informations vous concernant, la raison sociale, l'adresse, téléphone, mail. Vous datez et c'est une attestation purement et simplement pour chaque salarié FNE formation. Donc cette attestation est à compléter pour chaque salarié. Et là, vous certifiez que, donc vous donnez le nom de votre salarié, vous le certifiez déjà qu'il est employé par l'entreprise, parce que comme vous le savez, l'éligibilité du FNE repose sur le fait du maintien du salarié en entreprise. Donc voilà. Donc, vous certifiez qu'il est employé par l'entreprise au sein de laquelle il exerce les fonctions de, vous précisez les fonctions. Vous précisez qu'il fait partie des effectifs de votre entreprise depuis telle date, qu'il bénéficie donc d'un contrat de travail, que sa rémunération brute mensuelle est de temps, et que vous certifiez que le salaire horaire brut chargé de cette personne est supérieur à 12 €. Et par la présente attestation, vous précisez que vous ne vous trouvez pas à ce jour ni dans une situation de démission, ni dans une période de préavis de licenciement, que la personne en fait qui va bénéficier du FNE, qui sera en formation, ne sera pas licenciée ou qu'elle ne sera pas amenée à quitter l'entreprise. Voilà. Et vous vous engagez bien sûr à conserver toutes les pièces justificatives qui vous ont permis d'établir cette attestation, notamment les bulletins de paie, le contrat de travail jusqu'à 10 ans après la date d'octroi de l'aide et à fournir à Ocapiat sur simple demande, en cas de contrôle, les pièces si nécessaire. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, si on vous réclame ces pièces-là, c'est que derrière, on va être contrôlé. C'est que nous, on enregistre l'ensemble des parcours de formation inscrits au titre du FNE avec les caractéristiques des stagiaires, mais également les montants. Et tout ça, on va le communiquer donc à notre financeur qui finance une partie du FNE. Et derrière, le financeur va mobiliser un prestataire pour contrôler les pièces de chacun, de chaque parcours. Et si pour un dossier, il lui manquerait une précision, une demande de précision, il serait en droit de nous demander une pièce complémentaire qu'on n'aura pas forcément, que vous n'aura pas forcément réclamée,
en amont, mais qu'on pourra vous réclamer justement pour justifier la véracité et la conformité du dossier, tout simplement. Donc voilà pour cette fameuse attestation. Donc c'est à remplir uniquement si vous ne pouvez pas donner le bulletin de paie. Si vous pouvez donner le bulletin de paie, il n'y a pas de sujet. Vous n'avez pas besoin de remplir cette fameuse attestation. Et enfin, pour le règlement des frais annexes, pour les entreprises qui souhaiteraient qu'on leur rembourse les frais annexes, dans ces cas-là, vous avez un fichier Excel qui est mis à votre disposition, que vous pouvez télécharger. Alors, on va le faire différemment. On en arrive. Et je partage. Donc voilà, vous le voyez le fichier, détail des frais annexes? Oui, oui. OK. Donc, il se présente un petit peu sous le même format que la liste nominative des salariés. Il suffit juste de renseigner le nom, prénom du salarié, le montant des frais de déplacement, des frais d'hébergement et des frais de repas en hors taxe. Voilà, vous datez, signez, vous cachetez, en reprécisant bien sûr votre entreprise, l'intitulé du parcours, date des débuts, de fin de formation. Voilà, c'est ce document-là à compléter, en plus des pièces justificatives qui permettent d'établir ce document. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est à compléter au moment du règlement des frais annexes. Donc, voilà pour le FNE Formation. On va faire, si vous en êtes d'accord, un petit tour sur le site web Ocapiat pour qu'on puisse vous montrer où se trouve l'ensemble des documents à télécharger, si besoin. Est-ce que vous voyez l'écran? La page web? Oui. C'est bon pour vous tous? Donc voilà, cette page, il suffit juste de cliquer, de taper sur Google Ocapiat FNE. Vous allez tomber tout de suite. C'est référencé, on est plutôt bien référencé, donc on arrive dans les premières pages. Là, vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page-là, FNE Formation 2024. Donc, vous allez avoir, en cliquant ici, les axes prioritaires. Les fiches sont disponibles. Questions-réponses. Si vous avez quelques questions, on a fait un petit QR, la réponse à vos questions. Mon entreprise est-elle concernée par le FNE? Quelles sont les entreprises non éligibles? Quels sont les salariés éligibles? En fait, c'est l'ensemble des points que nous avons vus ensemble ce matin. Voilà. Les pièces à joindre. Donc, vous cliquez ici et là, vous avez la possibilité en fait de récupérer tous les documents, les pièces à télécharger, aussi bien à l'engagement que au moment du règlement. On a mis à disposition également le certificat de réalisation. Il y a un modèle fourni qui est disponible ici pour toutes les formations. Voilà, pour le cas où les entreprises choisiraient donc leur centre et qui ne serait pas en mode en subrogation de paiement. Et bien sûr, vous avez également à votre disposition la table de passage du code APE vers le code NAF au niveau européen. Voilà. Et le logo du ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité est également en téléchargement. Voilà. Toutes les pièces justificatives que nous avons présentées ce matin sont disponibles sur le site web Ocapiat, sur la page FNE. Vous avez également donc l'ensemble des éléments d'information. Et au cas où vous auriez une autre question, n'hésitez pas à vous rapprocher donc de votre conseiller Ocapiat qui pourra vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà pour le FNE Formation ce matin. Il est midi 1h moins 25. On a quand même passé pas mal de temps.
On espère avoir été suffisamment clair sur la mise en œuvre du dispositif. On vous encourage vraiment à y aller. Il y a vraiment des fonds, donc profitez-en. Et on reste à votre disposition pour toute question que vous jugerez utile. Le support de présentation que nous vous avons soumis ce matin, il sera mis à votre disposition. Et voilà. Donc, Daniel, je te remercie pour cette présentation. Merci à Victor. Et merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin à ce webinaire FNE Formation millésime 2024. Merci et bel été à ceux qui partent en congé. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, bonne fin de journée, bon week-end. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.